Des synagogues et des hommes. Une série réalisée par Catherine Garçon. En collaboration avec la Fondation Doron. Aujourd'hui, nous retrouvons pour ce 4e volet Monsieur Claude Lemel. Hier, nous nous sommes promenés déjà dans la synagogue, dans cet intérieur de la synagogue, et puis nous avons peut-être réservé pour le dernier moment, pour cette fin de cette introduction aux visites des synagogues, le morceau de choix, l'endroit le plus important, le Aron Kodesh. Oui, effectivement, le Aron Kodesh, dans toutes les synagogues, finalement, ce qui frappe le plus dès qu'on entre dans une synagogue, c'est justement, au fond, du côté de l'Est, un endroit qui est facilement reconnaissable, puisqu'il porte devant lui un rideau, et que l'on aille dans une pièce très modeste, pièce d'appartement, ou que l'on aille dans ce qu'on appelait un shtibel, c'est-à-dire ces petites pièces où s'assemblaient les chassidim pour prier, ou dans une synagogue très importante, où qu'elle soit, on est immédiatement frappé que, effectivement, au fond de la synagogue, du côté de l'Est, il y a quelque chose qui semble être caché derrière un rideau. Quand je dis rideau, il s'agit d'ailleurs la plupart du temps de magnifiques pièces de tissu, très richement brodées et décorées, dont certaines sont même d'une valeur tout à fait inestimable. Alors qu'est-ce qui se cache là derrière, si j'ose dire? Eh bien, il se cache une armoire, un endroit dans lequel sont disposés les sifrei Torah, c'est-à-dire les rouleaux de la loi. Il peut y en avoir 1, 3, 10, il y a des synagogues, il y en a 30 ou 40, voire même quelquefois plus. Le mot Aron Kodesh se traduit quelquefois par tabernacle, mais la traduction la plus proche, c'est armoire sainte. Et si vous voulez, on appelait cet endroit-là un petit peu par extension l'armoire sainte, parce que le véritable Aron Kodesh était bien sûr celui du véritable tabernacle, lorsque Moïse, par conséquent, a reçu l'ordre divin de construire le sanctuaire, et dans le sanctuaire du désert, puis par la suite dans les temples de Jérusalem, eh bien, l'endroit le plus éminemment saint, celui qu'on appelait le Kodesh HaKodashim, contenait justement ce Aron HaKodesh, cette armoire sainte, ce tabernacle, dans lequel étaient déposées notamment les tables de la loi, telles que Moïse les avait reçues au Sinaï, et également un exemplaire du Sefer Torah, du livre donc de la loi, écrit de la main de Moshe. Ce Aron HaKodesh, bien sûr, a disparu par la suite lors de la destruction du temple. Et donc, par extension, nous avons déjà vu dans les émissions précédentes qu'il y avait quand même un rapport entre le Beth HaKnesset, la synagogue, et le temple de Jérusalem. Par extension, ce lieu qui se situe donc à l'extrême est de la synagogue, eh bien, était donc appelé Aron HaKodesh. Et le rideau qui se trouve devant a pris le même nom que le rideau qui faisait séparation entre la partie sainte et la partie éminemment sainte du tabernacle, du sanctuaire, et également du rideau qui séparait le parvis de l'entrée même du sanctuaire, et qui s'appelle donc un parochet, un rideau. Et ce Aron HaKodesh donc est souvent une œuvre d'art, et quelquefois c'est une simple armoire qui est consacrée à cet effet. Il faut d'ailleurs savoir que c'est effectivement un lieu qui est consacré, en ce sens qu'une fois qu'il a servi à cela, il est difficile d'en faire un autre usage, et que le respect que l'on veut à ce Aron HaKodesh, le respect que l'on doit à cet Aron HaKodesh, fait que on ne dispose rien au-dessus, qu'il n'y a pas de construction au-dessus, etc. Et en présence de l'Aron HaKodesh et du rideau qui signale justement la présence du Sefer Torah, eh bien, ceci permet, si vous voulez, aux fidèles d'attirer l'attention des fidèles pour qu'ils aient une attitude respectueuse dans ce lieu où sont donc placés les sifrei Torah, les rouleaux de la loi, ceux qui peuvent servir, en ce sens qu'ils sont écrits correctement, ils ne comportent pas de fautes, ils ne sont pas usagés, et ceux qui, quelquefois, parce que le temps a fait son œuvre, ou l'utilisation en a été faite pendant longtemps, ont quelques fautes ou quelques manques qui font qu'ils sont pesoulim, c'est-à-dire inaptes à la lecture, mais conservent quand même un degré de sainteté, et ils sont posés là, dans ce Aron HaKodesh, et à certaines époques de l'année, notamment la fête dite
de Simchat Torah, lorsque, à l'issue de la fête dite de Sukkot, des cabanes, puis de Shmini Atzeret, on termine la lecture complète du livre des 5 livres de Moïse pour recommencer au texte de la Genèse, eh bien là il y a une grande fête. Je pense que nos auditeurs en ont déjà vu, en ont déjà entendu parler. Et au cours de cette grande fête, on sort effectivement tous les rouleaux de la loi, tous les sifrei de Torah du Aron HaKodesh, et il y a une grande réjouissance avec des danses à l'intérieur même de la synagogue. Je peux vous poser une petite question? Oui. On va un petit peu revenir en arrière sur ce que vous avez dit sur ce rideau, ce parochet. On sait effectivement par les textes quelle fonction il avait au moment du Beth Amikdash, au moment du tabernacle. Est-ce que on aurait pu imaginer que les sifrei Torah soient posés dans le Haron sans ce parochet, sans ce rideau, c'est-à-dire est-ce que ça aurait été possible? Écoutez, bien sûr, c'est tout à fait possible qu'il soit posé sans qu'il y ait un parochet. Ce qu'il faut, c'est qu'un Sefer Torah soit déposé dans un lieu approprié qui lui est spécialement destiné. On ne peut pas laisser un Sefer Torah traîner comme ça n'importe où. Mais le parochet a ceci de particulier, c'est qu'il signale, si vous voulez, la présence de sifrei Torah dans le Aron HaKodesh. Ce n'est pas simplement quelque chose qui décore, mais signale bien la présence des livres de la loi dans le Aron HaKodesh et incite donc les fidèles au respect. Je note quand même que malgré tout, il y a quand même un aspect d'apparat dans ce rideau, puisque dans beaucoup de communautés, il est changé à diverses occasions, et notamment lorsque viennent les fêtes de Kippour et de Rosh Hashanah, ou pour des raisons que vous avez expliquées dans d'autres émissions, la couleur blanche est la couleur prédominante, eh bien, le parochet prend une belle couleur blanche. On change de parochet entre le Shabbat et les jours de semaine. Il y a souvent un parochet spécifique pour chaque fête. Et puis, à un moment où il n'y a pas de parochet du tout, en signe de deuil, lorsque vient la fête de Tisha B'Av, enfin la fête, oui. C'est effectivement une fête triste, mais c'est une fête quand même, puisque lorsque le Messie viendra, elle sera transformée en une fête joyeuse. Eh bien, lors de Tisha B'Av, du 9 Av, eh bien, le parochet est enlevé du Aron HaKodesh en signe de deuil. Et dans certaines grandes académies talmudiques, lorsque le maître ou l'un des grands maîtres de l'académie talmudique est appelé à disparaître, mais les élèves savent qu'un malheur est arrivé lorsque le parochet, c'est-à-dire le rideau, a été enlevé devant le Aron HaKodesh. Alors, nous allons laisser ce rideau pour revenir à la pièce de résistance, comme j'ai dit, ce qui est derrière le Sefer Torah. Alors, on a parlé un petit peu du Sefer Torah en général. Ce qui est derrière le rideau, vous Oui, ce qui est derrière le rideau. Et il faudrait peut-être aussi parler de tout ce qui orne ou tout ce qui sert à utiliser ce Sefer Torah. C'est cela. Un Sefer Torah est composé, si vous voulez, dans une description très brève, d'un parchemin ou de grandes feuilles de parchemin cousues entre elles, c'est un procédé tout à fait particulier, et sur lequel on a écrit par un scribe tout à fait attitré, professionnel, l'ensemble du texte des 5 livres de Moïse, de la Torah comme il se faut. Et ce Sefer Torah, une fois terminé, a un grand caractère de sainteté. Si on fait très attention qu'il ne se déchire pas, on ne le touche pas à main nue, on lui témoigne quand même une certaine forme de révérence. Alors ce Sefer Torah, justement, est habillé. Et là, les usages varient. Il y a les habits de Sefer Torah tels qu'on les trouve dans la plupart des communautés dites occidentales ou ashkénazes. Et puis, il y a également l'habillement des sifrei Torah tels qu'ils apparaissent dans les communautés dites orientales séfaradites. Alors, pour les communautés séfaradites, le Sefer Torah se présente la plupart du temps dans le parchemin lui-même d'abord, sur le côté extérieur, recouvert d'un très fin tissu, ce qui évite justement aux fidèles qui veulent le toucher, etc., de toucher directement le parchemin. Et il est enchâssé dans une sorte de boîte en bois qui peut se mettre debout, qui s'ouvre des deux côtés, et le Sefer Torah de ce fait est lu debout. Il est encastré dedans, et bien sûr, toutes ces boîtes en bois ont donné l'occasion à tous les artistes de s'exprimer, et on y trouve de nombreux styles, on trouve de très nombreuses décorations. Le haut du Sefer Torah, qui comporte 2 morceaux donc de bois qui sortent, eh bien très souvent est surmonté de pièces d'argenterie. Ces pièces d'argenterie ont aussi de particulier, c'est qu'elles portent
partout des espèces de petites clochettes. Et ces petites clochettes sont simplement ont été mises là pour attirer l'attention des fidèles. Sachez que maintenant il y a un Sefer Torah qui passe. Eh bien, on se lève, on lui témoigne de la révérence. Alors à Shabbat, il n'y a pas de problème quand les petites clochettes sonnent? Non, ça ne présente absolument aucun problème pour Shabbat, parce que leur rôle n'est pas vraiment de servir d'instrument de musique ou de sonnette. Elles sont là à titre de décor et elles tintent pour attirer l'attention des fidèles, sans plus. Dans les communautés ashkénazes, il y a deux choses. Dans les communautés alsaciennes, le Sefer Torah, lorsqu'il est fermé, pour qu'il tienne bien, on confectionne une mappa. Une mappa, c'est une longue bande de tissu qui en réalité provient d'un lange ou d'une pièce de tissu blanche que l'on a mis sous le corps du petit garçon lorsqu'on pratique la circoncision. C'est surtout en Alsace que ça se faisait, ça s'appelait d'ailleurs en alsacien Yittewindel, c'est-à-dire une espèce de le lange du juif, et un peu de sang de la circoncision venait là-dessus, et on le gardait précieusement, on lavait tout cela, et après, ils étaient décorés. Les gens les peignaient à la main avec le nom de l'enfant, sa date de naissance, et tout un tas de décorations, souvent fort naïves, en Alsace notamment, après la guerre de 14-18, on voyait fleurir des drapeaux français, des cigognes, des hommages à la France sur ces mapotes, qui est le pluriel du mot mappa. Enfin, il y en a de tout genre, et c'est avec ça qu'on tient le Sefer Torah. Dans les communautés polonaises, c'est plutôt une bande un petit peu élastique, avec un très joli fermoir, pour que les deux côtés du rouleau Sefer Torah ne s'ouvrent pas. Et puis par-dessus, il y a un manteau. Le manteau est destiné à le protéger, il est la plupart du temps offert dans des occasions heureuses ou en souvenir de personnes défuntes, et on y brode le nom hébreu des défunts que l'on veut honorer, par exemple. Par-dessus cet ornement du manteau, il y a une plaque qu'on appelle le tasse. Une plaque, alors, toujours, ça peut être des plaques absolument extraordinaires, merveilleusement faites en argent de très grande valeur, et sur lesquelles il y a des encoches dans lesquelles on glisse une petite plaque sur laquelle est porté le nom de la fête ou de l'occasion à laquelle on va sortir le Sefer Torah. Car comme on ne lit pas toujours les mêmes textes, à Shabbat, à la fête, etc., ou que quelquefois il faut sortir 2 ou 3 Sifrei Torah, donc pour savoir lequel doit être lu en 1, lequel est lu en 2, lequel est lu en 3 et de quelle fête il s'agit, on mettait cette petite plaque indiquant Shavuot, Pessah, Shabbat, peu importe, et une personne qui connaît très 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 bien les antiquités juives, je peux citer son nom parce que c'est une personne particulière, c'est Monsieur Klagsbald, un jour, qui a fait des recherches là-dessus, m'a un jour dit que dans le fond il s'était posé la question de savoir à quoi servait ce tasse, cette espèce de plaque, et il est arrivé à la conclusion que dans le fond, dans le temps, on ne brodait pas le manteau du Sefer Torah, et on marquait sur cette plaque le nom du donateur du Sefer Torah, et non pas le nom simplement du donateur du manteau, parce qu'un Sefer Torah c'est plus cher qu'un manteau. Et ensuite il y a, dans toutes les communautés, un yad, une sorte de main ouvragée en ivoire, en bois, en argent, qui permet au lecteur de suivre et de faire suivre à celui qui est appelé à la Torah le texte, sans pour autant toucher le parchemin, pour que chacun puisse l'appeler, puisse bien suivre le texte. Et enfin, des couronnes ou des montants en argent sur les deux montants du Sefer Torah. Il y en a de très belles, il y en a qui figurent dans les musées. Mais enfin, ce n'est pas obligatoire. Il y a des endroits où il y a un Sefer Torah avec un manteau tout simple. L'essentiel reste quand même le contenu du Sefer Torah plutôt que son ornementation. Moi, j'ai 2 petites questions à vous poser. D'abord, oui. Vous dites, vous rappelez tout un tas de coutumes pour qu'on ne puisse pas toucher le Sefer Torah directement du doigt. Alors ça me pose 2 questions. Est-ce que c'est interdit de mettre carrément son doigt sur le Sefer Torah pour suivre quand quelqu'un fait la lecture? Et deuxièmement, quid de la pratique quand on sort le Sefer Torah? Là, je sais, en général, il a un manteau pour que les gens l'embrassent. Alors, les 2 questions se lient, c'est-à-dire, quelles sont finalement les marques de respect et jusqu'où elles doivent aller. Oui, les marques de respect sont les suivantes. C'est sûr et certain qu'on ne doit ni embrasser ni toucher avec la main le parchemin du Sefer Torah, qui a une certaine forme de consécration, de la même façon qu'on ne touche pas directement de la main une mezouza qui se trouve sur la porte, qui est de même nature, qui est protégée par un étui. Ça, c'est sûr et certain. Et je vous ai dit tout à l'heure que les Sfardim avaient l'heureuse idée de mettre un tissu pour que si un fidèle pris par un sentiment de grande dévotion se mettait à embrasser, il embrasse le tissu et non pas le parchemin. En ce qui concerne le Sefer Torah, ceux qui se trouvent sur son passage, eh bien, embrassent le manteau de près ou de loin, directement ou indirectement.
Mais en vérité, il faut dire que la halakha prévoit que si c'est possible, on accompagne toujours le Sefer Torah, on le suit au moins de 4 pas et on le raccompagne pratiquement jusqu'à ce qu'il soit remis dans l'Arche Sainte. Bien sûr, dans les grandes synagogues, ce n'est pas possible, mais enfin, en théorie, il faut l'accompagner, même si ce n'est que symboliquement, quelques pas, comme on accompagne le plus cher de ses amis. ידיד נפש, הווה רחמן, משוך עבדך אל רצונך, ירוץ עבדך כמו אייל, ישתחווה מול הדרך, כי הערב לא ידידותך, מנוף עצוב וכל טעם, כי הערב לא ידידותך, מנוף עצוב וכל טעם. זיו העולם, נפשי חולת אהבתך, אנא אלנה רפנה לך, בהראות לך נועם זיווך, אז תתחזק ותתרפא, והייתה לה שמחת עולם, אז תתחזק ותתרפא, והייתה לה שמחת עולם. Alors voilà, on va laisser le Sefer Torah et on va rapidement terminer la visite. Une synagogue n'est pas à plonger dans l'obscurité, il y a différentes sortes de lumières et peut-être... Oui, je crois que la lumière a beaucoup d'importance dans la synagogue. D'ailleurs, on lit une bénédiction spéciale pour tous ceux qui offrent les lampes et la lumière et l'huile dans le temps pour correctement éclairer ce lieu de prière. Le seul moment où on abaisse la lumière, c'est au moment du deuil, notamment à Tisha B'Av. Autrement, effectivement, la synagogue est un lieu parfaitement illuminé et qui n'est jamais totalement sombre, puisque à l'instar, si vous voulez, toujours ce rapport avec le temple de Jérusalem, à l'instar de la menorah du temple, du candélabre du temple, qui est appelé Ner Tamid, la lumière perpétuelle, et qui était un signe précieux pour les enfants d'Israël de la présence divine, eh bien, ceci se retrouve, si vous voulez, dans ce petit sanctuaire, comme nous l'avions dit d'ailleurs dans la première émission, qu'est la synagogue, et il y a donc une lampe quelque part qui brûle à perpétuité, de façon constante. Aujourd'hui, on peut même mettre une lampe électrique, ça n'a pas d'importance, et on l'appelle par conséquent le Ner Tamid. C'est quand même un lieu qui, de ce fait, rappelle un petit peu le sanctuaire de Jérusalem. Bon, alors maintenant, cette introduction touche à sa fin. Est-ce qu'on pourrait quand même dire un dernier mot d'ensemble sur cette synagogue que nous allons ensuite visiter à travers les pays? Écoutez, je crois que la synagogue, le Beth Knesset, est quand même un point de rassemblement de la communauté juive, d'une part, il est important de la fréquenter parce que elle représente surtout le lieu où se déroulent les offices publics. Et on dit même que celui qui se trouve à côté d'une synagogue ou dans une ville où il n'y a pas de synagogue ou dans une ville où il y a une synagogue, je veux dire le contraire, eh bien, et qui ne va pas à la synagogue, est appelé Shachen Ra. Il est appelé un mauvais voisin. Ce n'est pas tellement pour honorer le lieu et le Sefer Torah qui s'y trouve, mais c'est tout simplement parce que c'est la façon la meilleure que l'on a de pouvoir prier. Knesset veut dire que malgré tout l'endroit du rassemblement et la prière collective est quelque chose de totalement irremplaçable. Celui qui prie tout seul ne peut pas se comparer à celui qui prie en collectivité. Et c'est pour cela que la synagogue, eh bien, joue ce rôle extrêmement important de rassemblement de l'ensemble des prières du peuple d'Israël. Mais rappelons que finalement la synagogue, ça peut être un grand monument, ça peut être un lieu magnifique, mais ça peut également être une simple petite pièce où une petite communauté de banlieue se rassemble. Ce n'est finalement pas la beauté architecturale qui donne
toute sa valeur à la synagogue, mais c'est bel et bien ce qui s'y passe. Et le verset a bien dit, Dieu a bien dit, tout lieu où vous vous rassemblerez pour invoquer mon nom, eh bien là, je viendrai et je vous bénirai.